Bonjour les quatrièmes, ravi de vous retrouver après ces 15 jours de vacances. Je vous imagine un petit peu endormi à 8 heures du matin, mais peut-être que grâce à notre nouvelle formule, il est beaucoup plus tard. Bien, je vais vous demander de mettre sur pause cette vidéo, le temps d'aller chercher votre cahier, de retrouver le chapitre en cours. Je vous rappelle que nous en sommes au thème 3, le vivant et son évolution. Et nous avons commencé le chapitre 1, la diversité des modes de reproduction. Nous avons déjà vu dans un premier temps comment se réalise le rapprochement des cellules sexuelles dans le monde animal. Nous avons vu également quelles sont les stratégies dans le monde animal pour protéger la jeune génération afin de l'amener jusqu'à un moment où les animaux vont pouvoir eux-mêmes se reproduire. Et nous allons maintenant nous intéresser au monde végétal. Alors, ces végétaux sont très diversifiés. Les végétaux vont eux aussi être capables de se reproduire. Et l'élément issu de la reproduction, vous le devinez, vous l'avez déjà travaillé, il s'agit de la graine. La graine. Souvenez-vous qu'en sixième, nous avions disséqué une graine de haricot. À l'intérieur d'une graine de haricot, vous voyez qu'on retrouve ce qu'on appelle communément le germe. Mais si on regarde de près, ce germe est formé d'une petite racine, de deux petites feuilles. Il s'agit bien d'un embryon de plante qui ne demande qu'à se développer, comme vous le voyez sur le schéma ci-contre. Autour de cet embryon de plante, vous avez deux masses qu'on appelle les masses cotylédonaires ou les cotylédons. Et regardez bien, lorsque la plante se développe, les cotylédons dégénèrent. Il s'agit d'une réserve alimentaire permettant la croissance de la nouvelle plante. Ainsi donc, on pourrait comparer une graine à un œuf, puisque dans un œuf, il y a un embryon animal avec des réserves alimentaires à l'identique chez la plante. Vous prenez le temps de marquer dans votre cahier la question numéro 3 qui va nous occuper. Comment les plantes fabriquent-elles leurs graines? Et pour cela, vous mettez sur pause. Là encore, petit rappel de sixième. Lorsqu'une plante est en fleur, et vous voyez que c'est souvent au printemps que les plantes vont former leurs fleurs, vous allez retrouver différents éléments qui vont permettre la reproduction de la plante et la fabrication donc des graines de la part d'une plante. Rappel sur l'anatomie d'une fleur. Vous avez ici les 4 pétales. Sous les pétales, vous trouvez 4 petites lames vertes qui sont les sépales. Et lorsque la fleur est encore en bouton, le bouton est protégé par les sépales qui sont fermés autour de la fleur. À l'intérieur d'une fleur, on retrouve un élément axial central droit qui s'appelle le pistil. Et 1, 2, 3, 4, 5, 6. Dans cette fleur, vous avez 6 étamines qui sont surmontées de petits éléments jaunes qu'on appelle des stigmates. Et ces stigmates vont fabriquer du pollen. Ainsi donc, lorsque l'on a des fleurs, on a des éléments qui vont évoluer dans le temps et l'élément qui évolue, c'est la partie centrale d'une fleur qu'on appelle le pistil. Le pistil, c'est lui qui va contenir les graines d'une plante. Chez cette plante qu'on a étudiée en sixième, il s'agit du Dipotactis ericoides, vous voyez que en dessous, fixé sur la tige, on ne voit plus que des fruits qui ont grandi. Et dans ces fruits, vous avez des petites graines. Si je considère une plante peut-être plus connue, ici, vous avez des fleurs de tomates et l'élément central de la fleur a grossi pour donner la tomate. D'ailleurs, regardez, on voit bien les petites lames vertes, les sépales, que l'on retrouve autour du fruit qui est la tomate. Alors, ce document doit vous rappeler des souvenirs de sixième. On a cherché à comprendre comment le pistil se transformait en fruit. Pour cela, première expérience, on a enfermé une fleur
dans un sac de gaz, regardez l'expérience A, mais on a coupé les étamines de cette fleur. Et l'expérience nous montre que quelques jours après, le pistil ne se transforme pas en fruit et que ce fruit ne contient donc pas de graines. Or, si on avait, dans l'expérience témoin, si on n'a pas coupé les étamines, on s'aperçoit que le pistil se transforme en graines. On en conclut donc que les étamines sont bien nécessaires à la transformation du pistil en fruit. Étant donné que des étamines contiennent du pollen, cette petite poudre jaune que l'on voit à l'heure actuelle, au printemps, on peut même essayer, expérience B, de mettre directement du pollen sur le pistil. Ici, dans l'expérience B, on a aussi retiré les étamines. On pourrait s'attendre à ce que le pistil ne se transforme pas en fruit. Mais du fait d'avoir, au préalable, avant d'enfermer la fleur, mis du pollen sur le pistil s'est transformé en fruit. Voici donc un schéma explicatif. Lorsque du pollen arrive sur le pistil va évoluer pour donner le fruit, et à l'intérieur du pistil, il y a des éléments qu'on a appelés ovules, et ce sont ces ovules qui vont donner des graines. Ces graines seront contenues à l'intérieur du pistil. Je vais vous demander d'aller un peu plus loin sur la compréhension de ce phénomène. Pourquoi le grain de pollen engendre-t-il la transformation du pistil en fruit et l'obtention d'ovules qui deviennent des graines? Je vais vous demander de lancer de faire l'activité numéro 3. Cette activité numéro 3, vous l'avez sous une forme numérique. Je vous l'envoie dans le pronote. Et vous allez avoir un lien que vous allez devoir regarder. Attention, ce petit lien YouTube est en anglais. Et avec cette petite vidéo YouTube et le document accompagnant l'activité 3, je vous demande de traiter la première question sur votre cahier. À bientôt, j'espère la semaine prochaine en présentiel. Je vérifierai bien entendu que le travail ait été fait.